Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour une thématique qui n'est peut-être pas forcément liée bien sûr à la thématique du salon, mais qui est aussi importante et intéressante pour je dirais l'activité pharmaceutique, notamment pour les praticiens. Et il concerne bien sûr les nouveautés fiscales et douanières de cette loi de finances 2023. Donc, je ne cesserai de vous remercier pour votre présence, pour m'avoir honoré d'être ici, et bien sûr de remercier les organisateurs pour bien sûr cette invitation. Alors là, j'essaierai un petit peu d'être effectivement pratique pour effectivement exploiter au maximum le temps qui m'est alloué et laisser une petite marge pour les questions, les éventuelles questions, sachant qu'aujourd'hui nous sommes en présence d'une loi de finances qui est un peu particulière, qui intervient dans un contexte très particulier. Très rapidement, cette loi de finances intervient dans un cadre politique très spécifique, notamment la mise en place d'un programme gouvernemental axé sur le social et de facto, une partie non négligeable du budget de l'État, notamment les dépenses de l'État, vont être orientées vers, bien sûr, les dépenses sociales. On parle de 51 milliards par an. Et de facto, les besoins de l'État sont énormes en la matière. Et là, par exemple, pour vous donner une idée, les dépenses de l'État cette année devraient avoisiner les 410 milliards versus des recettes de 295 milliards. Et comme vous pouvez le constater ici, la plupart de ces recettes sont des recettes d'ordre fiscal. 80% des recettes sont d'ordre fiscal, d'où la difficulté de faire des arbitrages en la matière, donc une partie non négligeable provenant des recettes fiscales, les dispositions pour aujourd'hui comme pour les 4 prochaines années, donc la durée de la réforme fiscale ne devrait pas malheureusement se caractériser par une baisse de cette pression fiscale, c'est tout à fait le contraire. On devrait s'attendre à peut-être éventuellement plus de pression année après année. Donc de ce fait-là, rappelez-vous de ce chiffre, de ces deux chiffres-là, les 408 et les 295, la différence devrait bien sûr être financée par de la dette, d'où la pression énorme sur le budget de l'État qui est un budget fiscaliste par excellence. Là, juste pour dresser le topo et dire en quelque sorte, aller très rapidement sur les dispositions douanières, je vais choisir les principales. La première qui devrait concerner principalement les laboratoires, ou peut-être bien sûr les grossistes ou les intermédiaires qui font des importations. À partir de cette année, il y a un sujet très important, c'est que les pénalités et les redressements devraient concerner... oui. Excellent, excellent, ok. Donc, devraient concerner les sanctions en cas d'infraction douanière. Ça devrait concerner principalement principalement la partie éludée. Donc, pour faire simple, en cas d'importation, par le passé, il y avait malheureusement une petite bavure et un abus de droit. C'est que si j'importe 100 000 dirhams et j'aurais un problème juste sur 20 000, ben les sanctions étaient calculées sur les 100 000, ce qui était une aberration et un abus inacceptable. À partir de cette année, pour une fois, c'est uniquement la partie compromise. Si j'importe 100 000 et j'ai un problème sur 20 000, je vais payer l'infraction à hauteur des 20 000. Ça, c'est un gain extraordinaire et important, et c'est une correction que nous avons attendue depuis des années, sachant que, de vous à moi, les ordonnateurs de l'administration des douanes étaient déjà cléments. Il y avait un peu de flexibilité administrative là-dessus. Pour, bien sûr, et ça aussi, ça devrait concerner les importateurs, il y avait le certificat d'origine qui était, par le passé pour les exportateurs, exigé sous format matériel. À partir de l'année 2023, changement majeur, c'est que ces certificats vont être complètement dématérialisés. Donc dès qu'il y a lieu de récupérer un certificat d'origine pour pouvoir par la suite, bien sûr, le présenter dans le cadre d'une opération d'export, un certificat d'origine va être récupéré de façon dématérialisée, ce qui représente un gain extraordinaire pour le temps et pour, bien sûr, la crédibilité des exportateurs et, de facto, activer les opérations d'export. Ce que je sais, c'est qu'une partie non négligeable de nos entreprises qui produisent, de nos secteurs, de notre tissu entrepreneurial, qui opèrent au niveau de l'industrie pharmaceutique, exportent déjà. Donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui va leur permettre d'aller, en quelque sorte, plus rapidement.
S'agissant des zones d'accélération industrielle, donc les zones franches, donc pour faire simple, c'est des zones avec des privilèges, notamment le privilège de la TVA. On n'applique pas de TVA au niveau de ces zones, on n'applique pas des droits d'importation, on n'applique pas pratiquement de fiscalité. C'est surtout pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie de façon générale. Le cas de Tongemed, le cas de Konetra, et bien sûr, il y aura certainement d'autres zones industrielles. À partir de cette année, compte tenu de certaines, je dirais, de certains sujets qui ont été relevés par l'administration des douanes, cette administration a la faculté de se positionner au niveau des portes d'accès et de sortie de ces zones pour éventuellement verbaliser les infractions qui auraient bien sûr été détectées. Nous parlons principalement d'opérations de droit commun qui ne sont pas privilégiées par la loi et qui malheureusement sont opérées au niveau de ces zones, ce qui constitue bien sûr une concurrence déloyale. Également, pour les programmes d'investissement, ces programmes, comme vous le savez, au niveau de la charte d'investissement, toute personne ayant un programme dépassant 50 millions de dirhams dispose de la faculté de bénéficier d'une exonération de la TVA, comme de l'exonération des droits d'importation pour les biens qu'on va importer au titre de l'investissement. Le cas d'espèce, c'est le cas de l'industrie pharmaceutique, surtout les laboratoires. Écoutez, cette année, cette exonération qui devrait durer pendant 36 mois, on a aujourd'hui la possibilité de prolonger cette exonération de 24 mois supplémentaires, c'est-à-dire en tout et pour tout 60 mois, à condition d'apporter les justificatifs nécessaires. Et là, principalement, c'est des sujets d'ordre administratif. Par exemple, pour quelqu'un qui monte un laboratoire et au regard des difficultés ou de l'écart de temps et des flottements pour l'obtention du foncier, pour l'obtention des autorisations de construire, pour la mise en production, donc il dispose déjà de 24 mois supplémentaires. Et ça a été consacré au niveau, bien sûr, de la loi et finances 2023. Alors là, c'est une mesure c'est une mesure d'ordre spécial. C'est une mesure qui concerne les produits sucrés, biscuits, confiseries, chocolat, produits de laiterie. Alors, cette mesure consiste à surtaxer ces entreprises, et là, nous parlons de la taxe intérieure de la consommation, à partir de 2024, pas cette année, 2024 et 2025, en 2 temps. On va commencer par un tarif en 2024 et on va l'augmenter en 2025. Il y a un objectif qualitatif, c'est, comme vous le savez, la consommation excessive de sucre. Et là, je ne suis pas un spécialiste, mais la consommation excessive est parmi les raisons de l'insuffisance rénale, qui conduit à l'insuffisance rénale. Alors là, effectivement, l'objectif, c'est de rationaliser la consommation parce que les industriels devraient également modérer la teneur de sucre au niveau, bien sûr, de leurs produits. Mais ça, c'est je dirais, c'est la raison qualitative politique. Mais il y aurait 3 raisons qui sont des raisons d'ordre budgétaire. La première, c'est que tout simplement, là, il ne faut pas oublier que le sucre est subventionné et que c'est l'État aujourd'hui qui, bien sûr, à travers la caisse de compensation, finance, bien sûr, la différence de prix au niveau du sucre. La rationalisation des industriels devrait rationaliser les inputs et la consommation et de facto, une rationalisation pour le budget de l'État. Ça, c'est très important. Également, ceci permettrait à l'État de disposer de recettes supplémentaires. Ça, c'est également très important. Et on revient à ce que j'expliquais au début. Dans le cadre du chantier de généralisation de la couverture sociale, c'est l'État qui va financer ce chantier. Ce chantier qui est coûteux, budgétivore. Écoutez, moins de malades devrait tout simplement être synonyme à moyen et long terme, moins de pression sur le budget de l'État et sur le budget de la prévoyance sociale. Donc là, effectivement, c'est une mesure qui est multidimensionnelle et de facto, c'est une mesure qui devrait apporter à la fois un confort sur le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif. Et là, nous parlons des biscuits, confiseries, chocolateries, produits de laiterie. Là, rappelez-vous, à partir de 2024, je suis sûr et certain que ces produits devraient connaître une augmentation au niveau, bien sûr, de leur prix. Ou, vous allez remarquer certainement qu'ils vont devenir un tout petit peu plus amers, moins sucrés. Alors, très rapidement, ici, ça vous concerne directement. Les produits pharmaceutiques destinés aux maladies, aux affections de longue durée, ces produits ont été défiscalisés en regard de l'import. Une liste très longue qui fait dans les pratiquement
trois pages où il y a beaucoup de variétés de médicaments a été autorisé et certainement les importateurs devraient certainement remarquer que ces prix-là ne vont plus subir les droits d'importation. Là, pour les laboratoires, il faut qu'ils se rapprochent, ils sont certainement déjà au courant, mais qu'ils peuvent se rapprocher de leur transitaire pour leur donner la liste exacte. Mais au niveau, bien sûr, des prix et des produits des prix de vente publique, on va certainement remarquer, mais ça, c'est uniquement pour les produits aux affections de longue durée, dans le cadre de la mise en œuvre de l'État social. Bon, c'est vrai que c'est des dépenses de mois, mais également pour les caisses de prévoyance sociale et pour l'État, puisque l'État prend en charge ce chantier de prévoyance sociale. Enfin, des réductions de tarifs, vous allez remarquer qu'en tout et pour tout, nous avons 4 cas qui ne concernent pas l'industrie pharmaceutique, loin de là, et que c'est des réductions qui sont symboliques, qui concernent principalement l'industrie automobile. Donc là, effectivement, pour la partie douanière, on remarque que la seule disposition, c'est les médicaments aux affections de longue durée qui ont été défiscalisés et qui devraient ne pas subir les droits d'importation, c'est-à-dire ne pas subir la fiscalité, bien sûr, qui est douanière, sachant que pour la TVA, rien n'a changé. On va y arriver tout à l'heure. La TVA, il est toujours applicable à une catégorie des produits pharmaceutiques, notamment au niveau, bien sûr, des pharmacies, et que peut-être l'année prochaine, et on va le voir tout à l'heure, devrait connaître des évolutions en la matière. Ça, en ce qui concerne les dispositions douanières, et vous allez remarquer que les dispositions sont maigres, parce que là, j'ai parlé de la quasi-totalité de ces dispositions, pour la raison que j'ai expliquée au début, c'est que la marge de manœuvre de l'État en matière de réforme fiscale, en matière de baisse et d'atténuation de la pression fiscale est relativement réduite, pour ne pas dire nulle. Bon, on va parler maintenant de la partie fiscale. On va commencer, enfin, le déroulé, c'est comme suit. On va essayer de le dérouler selon la nature des impôts pour vous faciliter la compréhension et de facto vous faciliter l'assimilation des différentes, bien sûr, voilà, des différentes dispositions. Alors là, on va commencer par le commencement, c'est l'IS. Alors, pour l'IS, c'est simple lorsqu'on voit le point d'atterrissage. C'est relativement compliqué lorsqu'on voit la roadmap, c'est-à-dire la feuille de route pour y arriver. Bon, retenez ce qui suit. On va commencer par le commencement. Pour les sociétés, de façon générale, d'ici 2026, voilà le taux de l'IS. Pardon. Voilà comment le taux de l'IS va se présenter. Les sociétés qui réalisent moins de 100 millions de dirhams de résultats fiscaux, de gains, ils vont être imposés à 20%, quel que soit le résultat fiscal. Les sociétés qui vont réaliser plus de 100 millions de dirhams, les grandes entreprises de gains, ben ces sociétés vont passer à 35%. Ça, c'est le schéma d'ici 2026. C'est comme ça que l'IS. C'est-à-dire que c'est une unification du taux de l'IS. Et là, pour les pharmacies, par exemple, je sais qu'une partie non négligeable des pharmacies, ils ont des gains qui sont modérés. Ben, effectivement, d'ici 2026, les pharmacies vont commencer à payer 20%. Pourquoi vont commencer à payer 20%? Parce qu'une partie non négligeable aujourd'hui des pharmacies sont au niveau de la tranche actuelle. Alors là, je vous invite à suivre ce tableau. Il est à la fois, enfin, pour moi, il est simple, mais je vous demande de le suivre et de vraiment être très attentif à mes explications. Alors là, aujourd'hui, vous avez trois en quelque sorte, taux. On applique 10, 20 et 31. On applique 10% pour les sociétés ayant un gain fiscal moins de 300 000. C'est la quasi-majorité. Pour les sociétés qui ont entre 300 et 1 million de dirhams de gains, on applique 20%. Et pour les sociétés qui ont plus de 1 million de dirhams de gains fiscal, ben on leur applique 31%. Ça, c'est le régime actuel. Rappelez-vous, d'ici 2026, tout le monde va passer au régime unique qui est de payer 20 millions pour les sociétés qui réalisent un gain inférieur à 100 millions et pour les sociétés qui réalisent plus de 100 millions, on va passer à 35. Donc, d'ici là, voilà ce qui va se passer. On va graduellement augmenter ou baisser, selon les cas, pour les différentes tranches. Entre parenthèses, les perdants sont la première catégorie.
les gens qui ont un gain fiscal inférieur à 300 000 dirhams. Alors là, ils vont voir le taux augmenter graduellement. 2023, 12,5%, 2024, 15%, 2025, 17,5%, pour arriver en 2026 à 20%. Pour les sociétés qui sont déjà entre 300 et 1 million, rien ne va changer. Ils sont déjà sur les 20%. Rien ne va changer. Pour les sociétés, et ça c'est les gagnants, les sociétés qui ont entre 1 million et 100 millions, ils vont voir le taux baisser de 31 à 20, graduellement. Et les grosses sociétés, qui ont plus de 100 millions, qui paient actuellement 31%, bah ça va augmenter à 35%. Voilà ce qui va se passer exactement pour l'IS. Et je vous invite pour les pharmacies qui sont sous forme de SARL AU, Société à responsabilité limitée, à associé unique, à faire attention, parce que durant les différentes... Ils vont être un peu étonnés en quelque sorte, de la variation de taux. Bah, ils vont payer l'IS à 4 taux différents durant les 4 prochaines années pour atterrir sur un taux unique à partir de 2026. Ilahiyanallah. Donc là, effectivement, pour faire simple, le simple, c'est le point d'arrivée. Le plus compliqué, c'est ce qui va se passer entre-temps, entre aujourd'hui et 2026. Voilà à quoi il faut s'attendre. Alors, deuxième particularité très importante, c'est que le taux qu'on va appliquer, qui va différer, et je suppose qu'une partie non négligeable est déjà sur ce première tranche, il va avoir l'imposition doublée, pour faire simple, entre cette année et 2026. Donc la pression fiscale, elle va doubler. Il faut également noter qu'ils vont ils vont plutôt calculer l'impôt au niveau de leur bilan avec le taux que je suis en train de citer ici, c'est ce taux, mais ils vont le payer avec le taux de l'année suivante. C'est-à-dire, par exemple, pour cette année, pour faire simple, d'ici, Inch'Allah, mars, vous allez déposer vos bilans. Vous allez calculer l'IS pour 10%. Mais vous allez payer plus, parce qu'on paye des acomptes. Ben, les acomptes, on va les payer avec 12,5%. Donc ne vous étonnez pas parce que ça va vous choquer un peu et vous allez vous dire, mais ce n'est pas normal. Ce qui a été calculé, c'est un impôt. Et ce qu'on nous demande de payer, c'est un impôt supplémentaire. C'est tout à fait normal parce qu'il y a une grande différence entre l'impôt qui figure au niveau du bilan et l'impôt qu'on est en train, bien sûr, de payer parce qu'on paye l'impôt de l'année en vigueur. Donc là, effectivement, les choses vont se stabiliser définitivement en 2026, mais, s'il vous plaît, durant ces 4 années, il va falloir être un peu attentif. Moralité de l'histoire, c'est le point d'arrivée, qui est de 20%. Je dis l'écrasante majorité vont être à 20%, pour ne pas dire tout le monde, mais le point de départ, bien sûr, qui est de 10% graduellement, au fur et à mesure. On va déposer les bilans, on va payer l'impôt pour finalement arriver à, bien sûr, ce résultat. Ça, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. Alors, très rapidement, deuxième disposition qui devrait vous intéresser, c'est la disposition qui concerne les dividendes. Alors là, une partie non négligeable, bien sûr, des sociétés qui sont SARL AU ne distribueraient pas de dividendes au regard du taux qui est excessif, parce que le taux actuel est de 15%. Alors, à partir de cette année, on va bien sûr aller graduellement sur une baisse de ces dividendes. Et là, on va chaque année baisser petit à petit pour finalement, alors par dividende, on entend les produits des actions. Je suis propriétaire d'une pharmacie. Alors cette pharmacie, c'est un ensemble d'actions. J'ai le droit, en plus bien sûr de, éventuellement, j'ai entre parenthèses un salaire ou les salaires qui sont distribués, j'ai le droit de toucher des dividendes au titre de mes bénéfices. Jusqu'à cette année, c'était 15%. Alors là, on va graduellement baisser ce taux. 13,75 en 23, 12,5 en 24, 11,25 en 25 et 10% en 26. Graduellement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Graduellement. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les bénéfices qui ont été réalisés avant 2022 devraient subir les 15%, quelle que soit la date de distribution. Alors, pour faire simple, à cette année, j'ai un bénéfice éventuel de 20 000 dirhams. Ces 20 000 dirhams, si je les distribue même en 2025 ou 2026, je vais leur appliquer les 15%. Par contre, les bénéfices ultérieurs qui vont intervenir entre la période de 2023 jusqu'à 2026, je vais distribuer ces dividendes par rapport au taux que je mentionne ici,
pour que les choses se stabilisent encore une fois en 2026. Et à partir de ce moment, tout bénéfice distribué devrait ne subir que 10%. Alors, ces 10% sont libératoires. En arabe, je paie les 10% et je n'ai pas d'obligation par la suite. Ça, en ce qui concerne les dividendes. Alors, je vais parler maintenant de la race, la retenue à la source. Alors là, je sais que c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'interrogations. J'aimerais tout d'abord apporter l'éclaircissement suivant, 2 éclaircissements, qui sont à mon avis qui sont très importants. Tout d'abord, ce n'est pas un nouvel impôt. Ce n'est pas un nouvel impôt. C'est une avance sur impôt. Ce n'est pas un nouvel impôt qui tombe du ciel. C'est une avance sur impôt. Donc l'avance sur imposition permettrait par la suite de déduire cette retenue à la source de l'imposition qu'on va déclarer par la suite. Maintenant, lorsqu'on va parler de qui est concerné, ça également c'est une fausse interprétation de la loi. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire sur quoi on applique la retenue à la source. La retenue à la source, il s'applique à une nature donnée de revenus, mais ce n'est pas à des personnes. Toutefois, cette liste vous permettrait de connaître qui seraient les personnes qui sont concernées par la retenue à la source. Alors, premièrement, c'est les honoraires facturés par les professions suivantes. Avocat, interprète, notaire, adl, huissier de justice, architecte, maîtreur vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert comptable, comptable agréé, vétérinaire, médecin dentiste, masseur, fiduciaire, bureau d'études, kinésithérapeute, orthoptiste, orthophoniste, infirmier, herboriste, sage-femme, exploitant de clinique, maison de santé ou de traitement, exploitant de laboratoire d'analyse médicale. Honoraire. Honoraire. Les mots, ils ont leur sens en fiscalité. Honoraire, pas chiffre d'affaires. Parce que les pharmaciens et les pharmacies réalisent un chiffre d'affaires. Ils ne facturent pas des honoraires. Donc ça, c'est très très important de le préciser. Donc il faut arrêter de croire que toute personne titulaire d'un diplôme de doctorat, toute série, alors il est concerné. Ça vraiment, c'est une idée qui est répandue. Et je ne comprends pas, parce que la question m'a été posée par plusieurs pharmaciens, pourquoi nous aussi on est concernés. Ben, écoutez, la réponse elle est claire. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre d'affaires parce que vous réalisez un chiffre d'affaires. Vous ne réalisez pas des honoraires. Deuxième catégorie concernée par cette retenue, cette fameuse retenue à la source, c'est les commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, versées aux agents, démarcheurs, mandataires, agences de voyage, agences immobilières, représentants, courtiers de banque, agents de change, traders, courtiers spécialisés en intermédiation et conseil. Là également, je ne vois pas de pharmacien. C'est ce que nous appelons des rémunérations d'intermédiation. Donc les intermédiaires et les professions libérales qui facturent des honoraires seraient concernés par cette disposition. Donc, partons du principe que les pharmaciens, pas du principe, ça c'est une réalité, c'est une évidence, ne sont pas concernés par cette histoire. Là, effectivement, ça c'est très très important. Les laboratoires, il y a un sujet. On va y arriver tout à l'heure, il y a un petit sujet pour les laboratoires pharmaceutiques, il y aurait un sujet. Mais pour la retenue à la source, pour la profession de pharmacien, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Par contre, vos confrères que j'ai cités tout à l'heure, oui, notamment les médecins, ils sont concernés. Mais attention sur ce que je vais dire par la suite, parce que l'activité j'essaie de choisir le terme, ce n'est pas l'activité de vente de pharmacie, mais les médicaments, lorsque les médicaments interviennent dans l'acte médical, ils sont dans ce cas-là concernés par ce que j'avais cité par la suite. Alors là, effectivement, il faut faire très attention parce que peut-être ça ne concerne pas les pharmaciens directement, mais je sais qu'il y a un sujet au niveau de la loi qui permettrait aux cliniques de disposer de pharmacie, alors on leur enceinte, un sujet de ce type-là, mais je vais y arriver dans un cadre un tout petit peu plus large. Donc les pharmaciens, les pharmacies d'Yalom, jusqu'à nouvel ordre, ne sont pas concernés par cette disposition. Par contre,
comment va-t-on prélever cette retenue à la source? Bon, là, il faut partir du principe de statut juridique des professions et des métiers que j'ai cités tout à l'heure. Le statut juridique, c'est-à-dire, on peut parler de personnes physiques ou de personnes morales. Alors, si nous parlons de personnes physiques, c'est-à-dire tous les professionnels que j'ai cités tout à l'heure sont organisés en personnes physiques, c'est-à-dire parfois par option, parfois par obligation. Le cas d'espèce, c'est les médecins. Les médecins n'ont pas le droit, en cabinet bien sûr, n'ont pas le droit de s'organiser en société. Les cliniques, c'est un cas un peu particulier parce que c'est un établissement de santé. Ce n'est pas un cabinet médical. Et le médecin exerce au niveau de cet établissement de santé. Donc ce n'est pas, bien sûr, c'est-à-dire nous ne pouvons pas aujourd'hui assimiler l'activité du médecin en cabinet par rapport à ses actes et ses interventions au niveau d'établissements de santé. C'est deux choses complètement différentes. Bon, nous avons tout à l'heure expliqué que la retenue à la source est appliquée à des honoraires. Donc, dans ce cas-là bien particulier, lorsque nous avons un médecin ou un professionnel libéral qui facture des honoraires, alors dès que le client, son client, est une personne morale organisée, il doit lui prélever 10%. Il doit lui prélever 10%. Mais il faut que ça soit une personne morale ou une personne organisée. Cas d'espèce, médecin. Je suis un médecin de travail. J'ai mon cabinet, je reçois mes patients. Mes patients sont des personnes physiques, de passage. Ils payent la consultation, il n'y a pas de retenue à la source. Je suis par contre un médecin de travail, j'exerce dans le sein d'une entreprise à qui je facture mes honoraires. Cette entreprise doit me prélever 10% sur ma facture. Donc, dès que je suis une personne morale, je dois prélever les 10% au titre des honoraires pour les professionnels libéraux, personnes physiques, impérativement. Wujouben. Si, bien sûr, ces professions sont des personnes physiques. J'insiste beaucoup sur. Maintenant, la clientèle de passage, il n'est pas concerné par les dispositions de cette loi. Par contre, si je suis une personne morale, il y a, par exemple, prenez le cas des experts comptables, ils ont cette option. Je peux exercer en tant que personne physique, comme je peux exercer en personne morale. C'est-à-dire au sein d'une... C'est mon cas, par exemple. Moi, je suis en SARL AU. C'est bien. Alors, en tant que SARL AU, il n'y a pas de prélèvement à la source, sauf si mon client est l'État. Collectivité territoriale, entreprise publique, uniquement. Par contre, si c'est une société privée, ce n'est pas le cas. Un exemple, moi personnellement, je m'adresse à la BMCE. C'est mon client. J'adresse une note d'honoraire, on ne fait rien, parce que je suis une SARL. J'ai la RAM, qui est une entreprise publique. Elle va me prélever 5%. Donc il y a la règle, il y a l'exception. Pour les personnes morales, il faut que ça soit de l'argent public pour qu'on vous prélève 5%. Pour les personnes physiques, il faut que ça soit une personne organisée sur le plan fiscal pour qu'on vous prélève 10%. Voilà la règle, voilà, je l'ai synthétisé ici. Voilà cette histoire de retenue à la source, pour faire simple. Qu'est-ce qui se passe après? C'est que les personnes qui retiennent la retenue à la source, ils la déclarent à l'administration fiscale le mois suivant. Rendez-vous la fin d'année. La fin d'année, vous avez les personnes physiques qui déclarent en avril et vous avez les personnes morales qui déclarent en mars. Ben, on va faire les comptes, on va calculer l'IS selon les taux que j'ai cités tout à l'heure, que j'ai exposé. Et on vient pour dire, attendez, il y a une partie de cet impôt qui était prélevée en amont, c'est cette fameuse retenue à la source. On impute cette retenue à la source. On la déduit. Si l'impôt théorique est de 200 000 dirhams et qu'on m'a prélevé 50 000, ben finalement, je ne vais payer que 150 000. Donc aujourd'hui, c'est neutre fiscalement cette histoire et ce sujet de retenue à la source. C'est une avance sur impôt, ce n'est pas un nouvel impôt. Si le cas d'espèce, vous avez le contraire, c'est-à-dire moi, je vais calculer un impôt, j'ai beaucoup de charges, je me trouve avec 20 000, alors qu'on m'a prélevé 55 000,
j'ai le droit, de par la loi, de demander la restitution de cet argent. Présenter un dossier et demander la restitution à l'administration fiscale. Voilà ce qui se passe exactement et voilà le sujet de la retenue à la source. Je vous demande tout simplement de retenir deux choses encore une fois. La retenue à la source, il s'applique à des sujets fiscaux, pas à des personnes, et c'est une avance sur impôt, et que les pharmaciens ne sont pas concernés. Bon, revenons maintenant à cette histoire de médicaments. Lorsque les médicaments interviennent comme un intrant dans le cadre d'un acte médical, d'un acte chirurgical opéré au sein d'une clinique, alors là, c'est une autre chose. Parce que là, ça devient un intrant. Et la clinique facture des honoraires, facture une opération. Alors, dans ce cas d'espèce, la dernière circulaire d'application, il était très clair. Ils ont demandé clairement de distinguer entre deux choses. Bien sûr, la facture de la clinique et la facture du médecin. Pourquoi? Parce que le médecin, c'est une personne physique. Alors là, les 10% sont wujouben. Donc même s'il passe par un établissement de santé qui est une clinique, il doit payer les 10%. Prenez le cas de la CNSS. La CNSS, c'est, je ne dirais pas c'est de l'argent public, mais c'est l'État. C'est sous tutelle de l'État, la CNSS. C'est aussi simple, parce que la présidente du conseil d'administration n'est autre que madame la ministre des Finances et de l'Économie. Donc là, les choses sont claires. Donc lorsque la clinique va se présenter avec un dossier, là, les honoraires du médecin doivent subir les 10%. Le reste, c'est les 5%, parce que c'est les honoraires de la clinique, au titre, bien sûr, de l'intervention chirurgicale. Et là, on peut valablement trouver des médicaments. Donc là, c'est un petit peu la particularité. Si les médicaments sont vendus au niveau, bien sûr, d'une pharmacie, il n'y a pas de sujet. Mais s'ils passeraient par la clinique, il y a un sujet. Parce que là, vraiment, c'est un tout. Parce que la clinique, il facture beaucoup de choses. Il facture la prise en charge, il facture l'hébergement, il facture un peu tout en même temps. Donc là, effectivement, il y a les médicaments qui sont indispensables à l'acte médical, à l'acte chirurgical. Donc absolument, ils deviennent un intro et de facto, ils deviennent bien sûr une partie de la prestation facturée par la clinique. Et là, ils doivent subir les 5% si c'est tutelle. Bon, maintenant, aujourd'hui, je suis devant une mutuelle privée, je ne vais pas citer les noms, une assurance, une compagnie d'assurance, ben, il n'y a pas les 5% parce que c'est du privé. Privé avec privé, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est l'État qui va verser, donc les caisses et les mutuelles étatiques, CNOPS, CNSS en l'occurrence, il y a effectivement un sujet pour les cliniques. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'histoire de cette retenue à la source. C'est aussi simple. Elle est simple. Enfin, je trouve qu'elle est simple. Maintenant, effectivement, il y a lieu de corriger certaines malheureusement, je dirais en quelque sorte amalgames, je m'excuse pour le terme, notamment pour l'histoire de est-ce que c'est un nouvel impôt ou c'est uniquement une avance sur impôt? Ben, écoutez, ce n'est uniquement qu'une avance sur impôt. Voilà, et j'aurai bien sûr l'occasion de répondre à vos questions par la suite à ce sujet-là bien précis. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu, parce qu'il y a aujourd'hui une problématique pour l'application de cette loi, il y a eu un écrit qui a été publié, bien sûr, par l'administration des fiscales, signé par monsieur le directeur des impôts. Ben, cet écrit, qui date du 25 janvier, autorisait effectivement à verser, bien sûr c'était au directeur de la CNOPS, là effectivement ils ont autorisé, dans l'attente de l'implémentation de systèmes d'information, le versement du montant global des rémunérations. Nous sommes en période transitoire, il y a encore beaucoup d'incertitudes, on ne va pas bloquer les paiements parce qu'on ne s'est pas encore préparé pour effectuer les déclarations des retenues à la source. Donc là, temporairement, jusqu'à nouvel ordre, l'ensemble de ces établissements que j'ai cités tout à l'heure devraient logiquement, à charge de régulariser par la suite, ils devraient payer les rémunérations globales, bien sûr, en attendant de bien sûr s'organiser en la matière. Il y a eu également le communiqué de l'ANCP à ce sujet-là bien précis, et le fait que la CNSS a exigé le prélèvement des 10% au titre des honoraires des médecins. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas considérer que la partie honoraire des médecins est noyée au niveau, bien sûr, des honoraires globaux de la clinique. Le paradoxe, c'est que lorsque le médecin devrait facturer à la clinique doit lui prélever des 10%.
Ça, c'est le paradoxe. C'est le médecin qui va facturer à la clinique qui est un établissement de santé. Une personne morale, il doit lui prélever les 10%. Parce que la clinique, c'est un établissement de santé. Et le médecin, c'est bien sûr un professionnel libéral qui facture des honoraires. Bon, ça, c'est pour l'histoire de la retenue à la source. Alors, nouveauté également, c'est pour la clarification du régime des médecins non patentés. Bon, je commence par le commencement. J'ai expliqué tout à l'heure que les médecins patentés qui facturent des honoraires, on devrait leur prélever 10% dès lors que leurs clients sont des personnes fiscales organisées. Là, on est d'accord. Quid des médecins qui ne sont pas patentés? Ça existe, parce que ça a été prévu dans la loi. C'est des médecins qui pratiquent des actes chirurgicaux, mais qui n'ont pas de patente. Ils devraient travailler ailleurs. Pour ces médecins, on va leur prélever 30% libératoire. Ce n'est pas 10%, ce n'est pas parce qu'ils ne déposent pas de bilan. Ces médecins-là, on va leur prélever 30% qui est libératoire. Donc ces médecins doivent payer l'impôt au taux de 30% qui est un taux flat, un taux global. Et ça, à partir de cette année, c'est une clarification parce que c'était un cas qui n'était pas expressément prévu au niveau de, je dirais, bon, il est prévu au niveau de la loi indirectement, mais pas de façon expresse. Donc les médecins qui opèrent et qui pratiquent, alors qu'ils ne sont pas patentés, doivent passer par les 30%. Par contre, pour les enseignants vacataires, au niveau du secteur privé, que ce soit le primaire, le secondaire, mais c'était vacataire, ils payaient déjà 17% cette année. Ça a passé à 30%. Attendez-vous, dans les mois qui suivent, à une augmentation des frais de scolarité, parce que le coût, bien sûr, de la rémunération des professeurs et des enseignants, il devrait augmenter parce qu'il passe de 17 à 30%. Voilà, donc ces deux populations, médecins non patentés et les enseignants vacataires qui devraient, à partir de cette année, payer 30% comme impôt. Les auto-entrepreneurs, là c'est un peu particulier. Donc, on va commencer par le commencement. L'auto-entrepreneur, il concerne deux populations. C'est soit des prestataires de services, et là, ces prestataires doivent réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 pour payer 1% libératoire, ou c'est des artisans, des commerçants qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 et ils doivent payer 0,5%. Alors pour les deux populations, ça c'est le régime de l'auto-entrepreneur. Les commerçants et les artisans ne sont pas concernés par ce que je vais expliquer par la suite. Le régime est resté intact, c'est un régime qui n'a pas changé. Par contre, pour les auto-entrepreneurs qui sont des prestataires de services, dès lors qu'ils travaillent avec un même client, il y a un problème. Pour les 80 000 dirhams, ils paieront 1%. Pour le supplément des 80 000, pour arriver à 200, ils vont payer 30%. Le ministère, l'argument qui a été avancé, c'est la précarisation du salariat, parce qu'avec le CPU, avec l'auto-entrepreneur, il dispose déjà de la CNSS, il décide tout simplement de démissionner, de s'installer en tant qu'entrepreneur. C'est un manque à gagner pour l'État, pour les salariés. Donc aujourd'hui, tant que cet auto-entrepreneur travaillerait avec plusieurs clients et qu'il travaille à moins de 80 000 par client pour que la somme globale soit de 100 000, il n'y a pas de sujet. Dès qu'il travaille avec le même client, la première partie des 80 000, c'est à 1%. Dès qu'il dépasse les 80 000, il doit payer 30%. Donc de 1 à 30%, rien qu'en passant de moins 80 000 à plus 80 000. Voilà, donc ça va être remarquable pour l'année en cours et je pense que le régime de l'auto-entrepreneur pour certaines professions telles que, par exemple, je parle principalement bien sûr du secteur du journalisme ou certains secteurs un peu particuliers, effectivement, il y aurait un vrai sujet parce qu'à partir de cette année-là, il y aura une vraie remise en question de sa viabilité et de son opportunité. Alors, pour l'épargne retraite, là, effectivement, c'est un sujet qui a fait couler, entre parenthèses, beaucoup d'encre. Alors, retenez qu'auparavant, je ne dirais pas que les textes n'étaient pas clairs. Les textes, pour ma part, ils étaient clairs, sauf qu'il y avait une mauvaise interprétation de ces textes. Alors,
pour faire simple, avant bien sûr de dérouler, d'expliciter cette disposition, avant 2022, ce qui se passait, c'est que certains, bien sûr, salariés bénéficiant d'une carotte fiscale, pour faire simple, qui était bien sûr le fait d'exonérer une partie non négligeable de leur prime annuelle, affectaient ces primes à des plans d'épargne retraite, selon certaines conditions. Et l'exonération, c'était en amont. Sauf que les cotisations et les contributions à ces contrats d'épargne qui étaient exonérés leur donnaient bien sûr l'impression que c'était exonéré sur toute la chaîne, en quelque sorte, toute la chaîne de création de valeur. Alors, après, ils débarquaient pour faire des rachats et ils ne déclaraient pas ces rachats. Ces rachats n'étaient pas déclarés, alors que ces rachats-là, il ne faut pas oublier que les rachats sont déjà soumis à, bien sûr, un régime fiscal particulier. Là, on parle de deux opérations diverses. L'opération de contribution au programme d'épargne, au plan d'épargne, ça, c'est des conditions d'exonération. Mais la deuxième partie qui concerne le rachat ou le bénéfice de la levée d'options sur ce contrat d'épargne qui bénéficie d'un régime particulier. Alors, à partir de cette année, les choses sont claires. Quel que soit le cas, il y a un prélèvement à la source non libératoire de 15%. Non libératoire pour l'épargnant, mais il est libératoire pour la compagnie d'assurance ou l'organisme, bien sûr, qui place cet argent. Donc là, à partir de cette année, c'est la règle générale. Je pense que cette règle devrait être appliquée sur tous les contrats. Ça, c'est un avis personnel, parce que ce n'est pas la compagnie d'assurance qui va arbitrer sur l'éligibilité ou pas à l'exonération. Je ne le pense pas. Là, effectivement, c'est un prélèvement, c'est une retenue à la source de 15%. Alors, dès que vous allez effectuer ceci, et vous vous rappelez de ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la retenue à la source, qui n'est autre qu'une avance sur impôt, la partie de rachat devrait, dans ce cas-là bien précis, faire l'objet de déclarations à part dans le cadre d'une déclaration annuelle. C'est la déclaration conventionnelle du mois d'avril. Et là, effectivement, ici on respecte en quelque sorte, on respecte les conditions d'exonération. Il y a lieu de parler d'un abattement de 70% pour la partie inférieure à 168 000 et de 40% pour la partie supérieure à 160 000. Là, effectivement, il faut se rapprocher d'un professionnel pour vous guider et expliciter, parce que là, les deux principales bien sûr, conditions, c'est le fait d'atteindre plus de 45 ans et puis attendre 8 ans pour lever l'option. Donc la durée de placement devrait dépasser 8 ans et le concerné devrait bien sûr avoir plus de 45 ans pour pouvoir bénéficier de ces abattements lors bien sûr de la levée d'option. Autrement, c'est la fiscalisation bien sûr, de ces plans d'épargne. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur d'autres types de placements, là on parle du montant total. Ce n'est pas un placement où le capital est épargné et qu'on va fiscaliser que la partie rendement. On va tout fiscaliser. Capital placé plus rendement. Donc là, effectivement, il faut faire très très attention par rapport à ce sujet bien précis pour les personnes qui ont déjà effectué des placements, même si aujourd'hui la problématique a été relevée pour les salariés qui bénéficient de la défiscalisation partielle de leur prime annuelle ou de leur salaire, mais qui ne déclarent pas et qui ne respectent pas les obligations déclaratives. Retenez qu'au titre des rachats, c'est 15%, et chaque année, on doit déposer une déclaration, bien sûr, et au niveau de cette déclaration, on doit passer à la loupe, bien sûr, le capital et le rendement, et déduire et imputer la retenue à la source qui a été versée en amont à l'État. Ça, c'est très, très important de le noter. Sauf que là, et ça c'est une interprétation personnelle qui n'engage que ma modeste personne, pour la déclaration, pour les salariés, vous savez que les salariés, s'ils n'ont que leur salaire, ils n'ont pas à déclarer quoi que ce soit. Mais dès qu'ils sont potentiellement concernés par deux types de revenus, ils doivent déposer la déclaration. Donc toute personne aujourd'hui qui disposerait d'un plan d'épargne, à mon avis, il doit déposer une déclaration de revenus annuelle où il va mettre, avec mention néant et zéro, c'est parce qu'il n'a pas encore effectué le rachat, mais il est potentiellement concerné par ce rachat-là. Il ne peut pas se dédouaner bien sûr, de cette obligation. Vraiment, là c'est un sujet pour lequel il faut faire, à mon avis, très, très, très attention. Mais l'idée de principe, c'est celle que je viens de citer là.
prélever 15% et puis faire la déclaration par la suite. Alors, le régime de revenus locatifs, ce qui va se passer cette année, c'est que, tout d'abord, là, vous êtes pratiquement tous et toutes concernés pour les personnes qui louent déjà auprès de particuliers. J'insiste beaucoup sur le particulier parce que là, même avant de commencer ce séminaire, la question m'a été posée, est-ce que chaque fois qu'on loue auprès de quelqu'un, on doit faire le prélèvement? Non, ce n'est que auprès de personnes physiques. Alors, qu'est-ce qui se passait? Enfin, le régime qui était appliqué avant ce changement, c'est qu'on avait la possibilité de laisser la main à ce propriétaire pour faire la déclaration lui-même sans effectuer aucun prélèvement. Ça, c'était cette possibilité. Alors la possibilité a été enlevée, elle a été supprimée. Aujourd'hui, quoi qu'il soit, quoi qu'il arrive, la retenue à la source est devenue obligatoire. Dès lors que vous, en tant que professionnel, personne physique ou personne morale, vous louez auprès d'une personne physique. Ça, à partir de janvier, on devait absolument effectuer le prélèvement, mais je vais arriver aux différentes conditions pour effectuer le prélèvement. Alors, ici, comme vous le savez avant, il y avait 10% de retenue à la source, si retenue à la source appliquée pour les loyers inférieurs à 120 000 et 15% pour les loyers supérieurs à 120 000 dirhams par an. À charge au propriétaire d'effectuer une déclaration annuelle fin février où il va tout passer par la moulinette. Et si le total est supérieur à 120 000, tout contrat confondu, s'il disposerait de plusieurs biens, ben, il devait payer bien sûr 15%, inférieur, il devait payer 10%, et si le total était inférieur à 30 000 dirhams, il est exonéré. Mais il n'est pas exempté des obligations déclaratives. Ça, j'insiste beaucoup sur. J'ouvre une petite parenthèse pour clarifier un sujet très important. Lorsqu'on dispose d'une exonération, l'exonération, c'est de payer l'impôt, mais ce n'est pas une exonération, une exemption des obligations déclaratives. On est obligé et on doit déposer la déclaration. La déclaration est obligatoire, même si on est exonéré. Par contre, ce n'est que lorsque nous sommes hors champ que nous ne déposons ni déclaration et nous ne payons pas d'impôt. Ça, c'est le cas, bien sûr, où vraiment nous sommes libres de tout type d'engagement. Alors, le cas, à partir de cette année, le prélèvement est obligatoire. Quoi qu'il soit, quoi il arrive, il faut faire le prélèvement, il faut faire la déclaration. Alors, la question qui m'a été posée, et là, je vais vous donner un retour d'expérience, pour les personnes dont les contrats ou les loyers devraient totaliser moins de 30 000, ils doivent, à mon avis, effectuer la déclaration. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune idée sur les éventuels revenus fonciers ou les revenus locatifs dont dispose le propriétaire. La loi stipule que ce n'est que lorsque le total est inférieur à 30 000 qu'on ne paie rien, mais on doit déclarer. Moi, si j'ai un contrat, 30 000 plus 30 000 plus 30 000, c'est 90 000. Je n'ai aucune idée, donc je dois effectuer la déclaration de mon côté. Ça, il faut le faire, à mon humble avis, parce que c'est une question qui m'a été posée. Nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer quelqu'un hors champ de l'application de la déclaration. Donc, pour ma part, je pense que c'est une conviction, vous devriez tous faire votre déclaration de retenue à la source et retenir la retenue à la source depuis le mois de janvier. Donc, il faut faire attention pour la retenue à la source. Je pense qu'il y avait toujours une petite période de mise en œuvre. Je peux dire que ce n'était pas aussi répandu, ce n'était pas encore clair. Mais aujourd'hui, vous avez l'obligation, si vous louez auprès de personnes physiques. Si par hasard, vous louez auprès de personnes morales, ce n'est pas des personnes physiques, ou les habous, parce que j'ai vu qu'une bonne partie non négligeable des pharmacies loueraient auprès des habous, ça c'est autre chose. Il n'y a pas de retenue à la source. Donc là, il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, pour les personnes, bien sûr, qui réalisent des revenus fonciers perçus, depuis 2019, c'était un acquis considérable au niveau légal, vous ne payez l'impôt pour les personnes physiques que lorsque vous percevez, pas parce que vous contractez ou vous signez. Donc on ne déclare que les loyers qui sont perçus. Ben, écoutez, la règle est très simple. La déclaration du mois d'avril, c'est la déclaration de revenu global. On prend le brut, on applique un abattement de 40% et on impose les 60%. Donc l'assiette, c'est les 60%. On fait passer ça par la moulinette et on impute les retenues à la source qui ont été prélevées en amont. Donc vos proprios, les proprios des biens que vous louez, c'est un petit peu la règle. Ils doivent passer bien sûr par la déclaration qui va changer, qui ne va plus être une déclaration au titre du mois de février, cette année et la dernière. Il va effectuer une déclaration conventionnelle, c'est la déclaration 38%. Je laisserai ici cette histoire de 38% à la fin pour la clarifier un peu parce qu'il y a une confusion.
Donc on déclare fin avril, on déclare le tout avec un abattement de 40%, avec la moulinette du 38%. L'impôt qui ressort de cette moulinette-là, on va en déduire la retenue à la source qui a été imputée par les locataires et on paie le différentiel d'impôt. Alors, comme c'est le cas pour la retenue à la source pour les revenus professionnels que j'ai cités tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'une relation personne physique, le cas des loyers, bien sûr, à des fins qui sont résidentielles, on ne fait rien. Quelqu'un qui loue un foncier à une personne physique pour y loger, on ne fait absolument rien du tout. Ils ne sont pas concernés par ce que nous sommes en train de dire pour l'histoire de la retenue à la source. Toutefois, durant le mois d'avril, ils doivent déclarer, ils doivent appliquer les 40%. Donc il y a le principal et bien sûr le particulier. Bon, ça pour la partie des locations. Maintenant, pour la partie profit immobilier, pour les résidences principales, on bénéficie de l'exonération. Là, on revient sur cette histoire d'exonérer ou pas. On peut ne rien payer, mais on est obligé de passer par une déclaration. Même le cas d'espèce des résidences qui sont à habitation principale. Avant, c'était 6%, maintenant, c'est 5%. Toute personne, aujourd'hui, qui dispose, personne physique bien sûr, qui dispose d'un bien destiné à l'habitation principale. Après, bien sûr, avoir résidé pendant 5 ans à partir de cette année, il peut bénéficier, bien sûr, de l'exonération. Ça, c'est la règle générale. Toutefois, si le prix de vente dépasserait 4 millions, les 4 millions sont totalement exonérés. La quote-part supérieure aux 4 millions subit une cotisation minimale à hauteur de 3%. Le cas, par exemple, je cède à 4,5 millions alors que j'ai résidé dans mon habitation pendant plus de 5 ans, les 4 millions, je ne paie rien, je vais payer 3% sur les 500. Bien sûr, c'est la quote-part imposable qui est supérieure aux 4 millions. Donc l'assiette du prix de vente composé des 4 millions est exonérée d'office. Il y a bien sûr une déclaration à déposer et des éléments à apporter à l'administration fiscale pour prouver notamment les certificats de résidence, les consommations d'eau et d'électricité, bien sûr, principalement. Et il y a une petite, je dirais, tolérance administrative qui concerne les MRE. Les MRE aussi peuvent bénéficier à condition de prouver ils étaient propriétaires pendant 5 ans et qu'ils se sont, bien sûr, et qu'ils ont résidé, ils sont passés, bien sûr, au niveau de leur habitation pendant 5 ans. Alors, ça, pour la partie... Bon, je veux une petite parenthèse pour dire qu'il y avait un régime qui permettrait, sans respecter les 6 ans, de bénéficier d'une exonération. Bon, ce régime-là, il a fini par être abandonné parce qu'il n'a pas donné les fruits escomptés. Il posait beaucoup de problèmes au niveau de son application. Donc, il y a un seul et unique régime aujourd'hui applicable à l'exonération pour habitation principale. C'est celui que je viens de citer. Alors, également, il y a aujourd'hui, à partir de cette année, plus précisément à partir de juillet, pas maintenant, la possibilité de déposer une demande d'avis préalable à l'administration fiscale pour la cession d'un bien. Alors, le mode opératoire est relativement simple. Il faut signer un compromis de vente, faire une demande via la plateforme électronique de l'administration fiscale. Cette demande doit intervenir 30 jours après la signature bien sûr, du compromis de vente. L'administration disposerait de 60 jours pour répondre, soit qui va confirmer l'exonération, soit qui va vous donner l'impôt, une idée sur l'impôt, le traitement fiscal. Et au bout des 90 jours, bien sûr, vous avez 6 mois pour profiter et bénéficier de ce traitement. Donc vous effectuez la transaction, vous payez ce qui est prévu ou ce qui n'est pas prévu au niveau, bien sûr, de la demande d'exonération et vous avez votre quitus. Bon. 2 choses qui posent problème. Tout d'abord, après 60 jours, si l'administration ne répond pas, il n'y a pas de clarification, ce n'est pas clair au niveau de la loi. Et deuxièmement, le temps de 90 jours pour trancher par rapport à une vente ou pas. Est-ce qu'on va vendre ou on ne va pas vendre? Moi, je pense que le plus orthodoxe, c'est de céder. Et la décision de vente ne devrait pas être liée au régime d'imposition qui ne va jamais changer. Donc là, je pense que c'est une disposition où nous sommes en train d'attendre un petit peu la mise en place et la mise en production et la mise en œuvre de cette plateforme. Mais je pense que le régime de droit commun reste le régime bien sûr à mettre en place. Et là, je profite pour
vous dire que lorsque vous cédez un bien, vous devriez avoir 2 quitus, pas un seul. Là, effectivement, c'est parmi les amalgames que nous relevons. Vous avez un quitus pour les impôts grevant le bien. L'article 95, c'est les impôts du bien, notamment la taxe d'habitation, la taxe sur les services communaux. Ça, c'est préalable à la concrétisation et la conclusion du deal. Il y a un deuxième quitus, c'est par rapport à la TPI, c'est par rapport à la vente. Le quitus pourrait être un quitus sans rien payer si bien sûr, on bénéficie là où on prouve, bien sûr, en quelque sorte, on satisfait bien sûr les conditions d'exonération que j'ai citées. Très rapidement, pour les salaires, il n'y a rien de changement. C'est-à-dire le fameux barème à 38%, il n'a pas changé. Toutefois, ce qui a été proposé pour les salaires, c'est un changement au niveau de l'assiette. Alors, les salariés disposent déjà d'une exonération, enfin d'un abattement au titre des frais professionnels qui était de 20%. Alors, ces 20% deviennent 35% pour les personnes ayant un revenu annuel inférieur à 78 000 dirhams, et il passe à 25% pour les personnes ayant un revenu supérieur à 68 000. C'est une petite bouffée d'oxygène. Alors pour faire simple, c'est qu'on va déduire plus avant de calculer l'impôt au titre de ces frais professionnels. Le barème de l'IR resterait sacré. Il n'est pas sujet à modification pour l'instant. Alors pour les retraités, la même chose, mais uniquement, enfin pas la même chose, pardon, c'est qu'ils disposent déjà d'un abattement ils vont disposer désormais d'un abattement de 70% au titre de 60% pour les rentes et les pensions qui sont inférieures à 168 000 dirhams. Donc là, effectivement, c'est un allègement pour je dirais les pensions qui sont de faible valeur. Très rapidement. Alors, autre mesure, les pourboires, ça ne vous concerne pas. Alors là, effectivement, pour le First Job Act, c'est-à-dire les personnes qui emploient des personnes pour la première fois. C'est une mesure qui a été promulguée par la loi de finances rectificative suite au Covid, qui continue jusqu'à 2026. Pour faire simple, c'est pour les personnes qui vont signer leur premier contrat à durée indéterminée, et à condition d'avoir moins de 35 ans et avoir un salaire inférieur à 10 000. Donc ces personnes, s'ils vont bien sûr travailler pour la même contrepartie, le même employeur pendant 36 mois, ces personnes-là ne vont pas payer d'impôts à condition de respecter certaines obligations déclaratives. Bon, le programme Tahfiz, qui consiste à employer dans les 10 salariés bénéficiaires de la prise en charge des prélèvements de l'État pendant 24 mois, a été également maintenu. Il y a aujourd'hui la possibilité de cumuler ces deux avantages par rapport à cet avantage-là des 36 mois de bénéfice d'exonération pour le premier emploi. Alors, très rapidement pour les avocats, tout ce que nous avons cité tout à l'heure pour les prélèvements de la retenue à la source est également valable pour les avocats. Juste un petit mot pour dire que les avocats également doivent, au titre de leur clientèle de passage, payer selon 2 modes, soit 100 dirhams par dossier, soit retenir ou bien sûr recevoir un listing des dossiers qu'ils ont initiés ultérieurement à l'occasion bien sûr de leur déclaration annuelle. Donc nous avons les deux cas, mais ça c'est pour la clientèle bien sûr de passage. Alors très rapidement, je vais pas. Alors justement avant l'avant-dernière bien sûr disposition concerne la TVA. Bon, la TVA, il n'y a pas eu de changement, si ce n'est le passage de 10% à 20% pour certaines professions libérales, notamment les avocats, les interprètes et les notaires. On peut à partir d'aujourd'hui dire que pour les professions libérales, la TVA appliquée, il a été généralisé, il a été uniformisé à 20%. Donc c'est principalement la mesure principale qu'il faut citer au niveau de la TVA. Cotisation minimale, ça va passer à 0,25% l'année prochaine, déjà de 6% à 4% pour les professions libérales, mais je dirais en quelque sorte le minimum à payer pour la cotisation minimale, il n'a pas subi de changement. Il demeure 3 000 dirhams pour les personnes morales et 1 500 pour les personnes physiques. Contribution à la cohésion sociale. Bon, juste je termine par cette disposition. Alors pour les sociétés qui sont à l'arrêt, mais qui continuent de déclarer, ils ont aujourd'hui la possibilité de prononcer la liquidation, moyennant vraiment je dirais un deal consistant à payer 5 000 dirhams par année non prescrite. Voilà, donc là, l'avantage, c'est de bénéficier d'une dispense de contrôle fiscal
et d'avoir, bien sûr, son quitus et son, bien sûr, radiation de la taxe professionnelle. Bon, là, c'est une mesure pour épurer la base de données de l'État et permettre à des sociétés qui devraient ou qui souhaiteraient liquider, sans passer par la douloureuse expérience du contrôle fiscal, de bénéficier de cet avantage. Voilà. Alors là, c'est une mesure je dirais de procédure. Plus que jamais, l'administration fiscale dispose de la possibilité et des moyens pour recouper les informations entre les différentes administrations et les différentes parties prenantes pour éventuellement taxer ou faire des recoupements. Donc là, c'est une consécration de cet échange à travers cette loi de finances 2023. Alors, dernier point, l'année 2024 devrait être l'année de la réforme fiscale, de la TVA. Est-ce que ceci devrait toucher et impacter l'activité des laboratoires pharmaceutiques et des pharmacies? Aucune idée pour l'instant. Bien sûr, beaucoup d'interrogations sont posées par rapport à la taxation des médicaments, au fait que certains médicaments continuent à être taxés à 7%, mais pour l'instant, c'est une volonté affichée par le gouvernement d'aller sur la réforme de la TVA l'année prochaine. Mais je reviens sur... Si vous permettez, je vais revenir sur un slide que j'ai cité au tout début. J'insiste beaucoup sur ce slide, si vous le permettez. Alors, rappelez-vous de ce slide. La TVA contribue, c'est la première source de recettes fiscales. Donc, toute réforme ne devrait pas impacter l'équilibre je dirais, des recettes de l'État, qui devrait, cette année, passer de 74 milliards à 87 milliards. Si on devait, en 2004, changer quelque chose, ça ne devrait pas toucher, bien sûr, et ça devrait être une réforme qui ne va pas engendrer un coût pour le budget de l'État. Alors, juste, je termine par ce point, un point d'atterrissage, qui est le contribuable doivent ou devrait s'efforcer d'améliorer la qualité, bien sûr, et la conformité de leur déclaration fiscale, parce qu'ils ne peuvent jamais être. La perfection est divine. On ne peut pas être parfait, mais on peut toujours s'efforcer pour l'être, surtout en matière fiscale. Je pense que c'est une règle universelle. Merci beaucoup et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.